Donc, bonjour et bienvenue. Donc, nous allons avoir dans un instant la conférence de Jean-François Joie, qui est professeur de droit public à l'université Savoie-Mont-Blanc, co-directeur de la chaire Valcom, donc valorisation des communs fonciers. Et ses recherches portent sur les outils juridiques qui permettent de faire évoluer les modes d'habiter les territoires. C'est une conférence qui intervient aussi en lien avec un projet qui s'appelle Les communs du futur. Alors là, je parle sous couvert de Timmy Chouin qui est dans la salle et je lis mes notes parce que je ne l'ai pas en tête. Donc c'est un collectif composé d'artistes, de chercheurs en histoire, en sociologie, en droit et d'associations qui documentent la vie des sections en prenant d'un point de vue pragmatique comme terrain d'étude deux sections de communes. Donc l'une se trouve au Matans, c'est une forêt sectionnelle, et l'autre sur Rosières, donc en Haute-Loire aussi, avec des nombreux bâtis comme bien commun. Donc il y a une première restitution du projet qui a été fait cet été lors du festival Nuit de Rêve. En parallèle, Timmy avait conduit aussi un projet dans les écoles du Haut-Lignon sur la base des forêts qu'on a ici, et en tout cas d'une approche sensible par rapport aux arbres. Le contenu de ces travaux peut être consulté sur le site pour la suite du monde.org, et vous avez en consultation libre à l'extérieur ce petit livret qui restitue aussi la première étape de travail. Donc après, pour le reste, je n'ai pas besoin de mes notes. Il faut dire que la pulpe continuera début 2026 avec 3 dates. Le 7 février, nous aurons un chercheur qui viendra, un spécialiste de l'ADN environnemental, qui viendra nous présenter cette technique et comment elle permet de pister la vie qui règne dans les étangs, les mares, les rivières et les lacs. Le 7 mars, nous aurons Thierry Pendeuf qui viendra nous parler de l'harmonique des océans. C'est un laboratoire du CNRS basé à Grenoble. Et le 4 avril, nous aurons un éminent chirurgien, Karim Boudjema, qui viendra nous parler de l'épopée des greffes d'organes. Et ça s'inscrira dans un cycle qu'on a co-construit avec un collectif de soignants du Haut-Lignon autour justement du don et de la greffe des organes. Je laisse la parole à Jean-François Joie, je vous remercie, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais bien sûr au départ remercier chaleureusement le Calibert, la communauté de communes, le travail de Florence, donc, pour leur invitation à venir parler d'un sujet important dans votre région, important en France, qui concerne les communs fonciers, les propriétés collectives, en particulier les biens de section, avec une approche, vous le voyez, résolument enthousiaste, puisque moi je fais partie des personnes qui essayeront de redécouvrir ce patrimoine et d'en faire un outil d'avenir. Alors, on aura le temps de discuter après, de débattre, parce que je sais très bien aussi que tout le monde n'a pas cette opinion sur les biens de section et cet héritage. Et bien en tout cas, la chaire scientifique Valcom que nous portons à l'université Savoie-Mont-Blanc a cet objectif d'accompagner cette résurgence des réflexions autour de ce qu'on appelle les communs, dont on reparlera tout à l'heure. Alors quelques éléments de présentation d'abord de qui nous sommes. Alors je suis accompagné de Clara Baquedano, qui est une ingénieure d'études dans la chaire Valcom. Valcom, ça veut dire valoriser les communs fonciers. Une chaire scientifique, c'est-à-dire un programme scientifique, ce qui porte sur un thème donné pour une durée déterminée, et en essayant de focaliser des moyens pour faire avancer la connaissance sur un sujet. Elle est pluridisciplinaire. Alors moi je suis juriste, mais par exemple Clara elle est paysagiste, et puis on a des géographes, des économistes, etc. Et participative, c'est-à-dire que voilà, au maximum on travaille avec les communautés rurales, les élus, les agents des administrations, etc. pour parler de ce sujet et même en discuter, même co-construire les questions de recherche, et les résultats bien sûr sont aussi discutés. C'est pas un sujet toujours facile, parfois on n'est pas d'accord, mais voilà, l'idée c'est d'avancer quand même dans la même direction. Au début de la réflexion, il y a quand même un certain nombre de sujets qui sont sur la table et que les élus connaissent bien. Et les élus, mais pas seulement les élus,
nous, citoyens, on est confrontés à d'immenses défis aujourd'hui. Nous vivons une époque, pour reprendre un film, une époque formidable, mais qui est aussi un peu anxiogène. Formidable parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités dans cette période de faire avancer des causes, de réfléchir à des nouveaux modèles d'habiter. Quelques-uns de ces défis territoriaux, nous vivons dans un mode post-abondance et la limitation de l'accès aux ressources ou de l'utilisation des ressources crispe énormément aujourd'hui. Ces nouvelles contraintes, il y a les défis socio-climatiques, beaucoup de fragilité, un État peut-être un peu moins protecteur, en tout cas un État aussi en difficulté, moins argenté, un besoin important des populations de ce qu'on appelle la rassurance ou la réassurance, et un besoin de justice sociale, une interrogation sur les limites de l'individualisme, et donc en miroir la question du soin à apporter aux autres et au territoire, et puis des besoins d'apaiser des ressentiments, des colères fortes, notamment en milieu rural, de répondre aux enjeux de dignité des populations. Et évidemment, je dis évidemment parce que c'est des questions qui ont d'abord été appréhendées par les anthropologues, la question de la reconnexion nature-culture, un rapport qui s'est un peu effiloché. La chaire, elle travaille en 3 directions, je ne veux pas ici m'étendre sur le sujet. On a des petits flyers ici, si certains sont intéressés par nos travaux, on vous les laisse à la fin. On a également un site internet où tous nos travaux, une grande partie de ce que je dis aujourd'hui est en ligne. Notamment, on a une vidéothèque, vous pouvez télécharger beaucoup de documents, on a un centre de ressources. Mais l'idée, c'est d'innover à partir des modèles anciens. On s'appuie sur des modèles anciens pour les coller davantage aux besoins d'une société contemporaine, renforcer la cohésion sociale, l'implication des populations. On travaille sur le concept de la démocratie implicative. Et puis, bien sûr, l'exigence de protection des personnes et des ressources. On a en avant, notamment des doctorats dans le cadre de la chaire, notamment un doctorat actuellement sur la notion du ménagement du territoire, qui est une autre façon d'aménager, mais en y incluant l'élément fort de l'attachement des personnes à leur territoire. Avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder quelques très, très courtes vidéos. Je n'y reviendrai pas après parce que pour des questions techniques, ça me fait faire une sorte de jonglage, mais je les lance tout de suite. Alors une première vidéo qui a été diffusée au lancement de la chaire pour planter des... Ça a marché tout à l'heure, on répète. Alors là non, mais on peut les trouver en ligne aussi, bien sûr. On va être obligé d'ouvrir la buvette. Personne ici qui... Il faut regarder l'écran directement, il y a la souris qui passe dessus tout à l'heure. Comment il s'appelle? La sortie sur la... Monsieur Volamont, là, le champion. Je sais pas, je suis un peu débile.
J'ai une idée pour le son. Quentin, et en même temps l'environnement. L'affouage, après autorisation de la commune, permet aux habitants de venir couper du bois entre novembre et mars. On nettoie certaines parcelles, on abat certains arbres sur ordre de l'ONF. On abat, on coupe, on fend, on ramasse le bois et qui nous sert essentiellement pour se chauffer. Seuls les habitants des 5 hameaux autour de la forêt de Corsuet sont autorisés à venir y couper du bois. Aujourd'hui, ces 14 affouagistes, encouragés par la municipalité, perpétuent une pratique ancestrale. On préserve des éléments de l'humain, ici du patrimoine, de l'histoire, hein, parce que cette pratique d'affouage, elle a plus de 250 ans, et en même temps l'environnement, et cette pratique d'affouage, elle participe à l'entretien et à la préservation de la biodiversité et du végétal dans cette forêt. Affouer en vieux français signifie allumer. Auparavant, le droit d'affouage était octroyé par le seigneur aux habitants. Pour ces derniers, il s'agissait d'une question de survie. Aujourd'hui, la pratique prend un autre sens. Dans cette période d'immenses défis sociaux, écologiques, réimpliquer les populations à côté des élus et des organismes publics, c'est à mon avis fondamental pour gagner en efficacité dans la gestion durable de nos biens naturels. 9 samedis par an, les affouagistes de la forêt de Corsuet se retrouvent dans la bonne humeur. Allez, c'est agréable de voir faire dans la campagne, on rigole, on passe des bons moments ensemble, et puis ce qui fait qu'on continue le bois, c'est le côté on est bien ensemble. Et puis, comme c'est des petits hameaux, c'est des gens qu'on connaît. En juin 2025, l'affouage a été inscrit à l'inventaire national du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Alors c'était le premier extrait qui parle de l'affouage, qui n'est pas dans cette région, qui est en Savoie. Ça, c'est un extrait, un reportage qui est passé au journal de France 3 samedi dernier. Voilà, c'est pas un reportage d'il y a 60 ans, c'est bien aujourd'hui, en 2025. On va vous montrer maintenant un deuxième florilège de sujets. Ça se transmettait de génération en génération. Les gamins tout petits savaient qu'ils avaient grandi dans les communes. C'est un patrimoine commun, mais c'est quand même un patrimoine. On ne peut pas l'abandonner, c'est logique. Non? Je pense que c'est important pour les jeunes qui viendront s'installer dans nos petites communes où on est un peu éloigné de tout. On est là les uns avec les autres, on vit ensemble. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre aux générations futures. On pensait depuis un certain nombre d'années qu'on était relativement isolés. Et donc de réaliser progressivement que non seulement on n'est pas seul, mais qu'en France, ça regorge de propriétés collectives, ça donne un sentiment effectivement d'appartenir à quelque chose de plus large, et ça donne de l'espoir. Quand on est venu s'installer dans notre petit hameau de Plaine, on a vu arriver un ancien du village qui nous annonce que, après une décision collégiale, on allait pouvoir bénéficier de la dernière coupe de bois qui avait eu lieu sur la section du hameau. Alors on a d'abord été étonnés parce qu'on venait de découvrir ce que c'était que le bien de section. Ce bien de section nous avait reliés aux gens du village. Donc j'ai envie de dire, laissez-nous faire. Quel responsable politique, quel élu voudrait couper le lien qui réunit ses habitants autour de projets d'environnement, de bâti, et il n'y a rien de plus moderne que d'essayer de réunir les gens autour de mêmes projets. Ça fait quand même une vraie plus-value pour notre territoire. Et c'est les gens du territoire
natifs ou pas, hein, qui ont la main sur leur territoire. J'ai bientôt 55 ans, je veux essayer de transmettre aux générations futures en bon état ce que j'ai reçu. Rien ne me dit que les générations futures n'en auront pas besoin. Mon but est là, c'est de transmettre pour permettre aux autres qu'ils aient cette opportunité comme moi je l'ai eu. Si je devais renouer le dialogue avec les personnes avec qui on n'arrive plus à dialoguer, j'irais doucement. J'offrirais tout simplement un panier de muffins et un café et j'attaquerais par là. Et il faut renouer la complicité qu'on n'a plus, qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et je pense que si on partait comme ça, je vais peut-être pas me mettre à pleurer. C'est très dur. Ça nous tient tellement, tellement, tellement à cœur. Mais je pense qu'il faut changer nous aussi notre façon de parler. Il faut être plus calme, il faut être plus diplomate. Ils ne se rendent pas compte et ils ne se rendent pas compte, je pense, de ce que nous, ça nous apporte. Les gens qui n'ont pas ces liens de section, je pense qu'ils n'ont pas cette complicité, ils n'ont pas ce rapport que nous, on a. Et nous, on veut garder ça, vraiment. Et en ce moment, ça me fait un petit peu bizarre. On n'arrête pas de parler de participation. Tout le monde en a plein la bouche. Je veux dire, les sections, si elles sont bien comprises, eh ben, c'est là où les gens participent. Moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est le souhait que j'ai, c'est surtout d'avoir une forêt, de toujours avoir cette forêt en état, pas massacrée, pour l'avenir, pour les autres, pour ceux qui vont arriver derrière. Alors voilà, c'était une petite introduction. Et d'ailleurs, je m'aperçois qu'il y a certaines personnes qui sont dans le film qui sont aussi dans la salle, qui vous montrent un peu tout l'enjeu qu'il y a autour de ce sujet. Voilà, il y a de l'affect, il y a du technique, il y a du territoire, il y a de l'habité. C'est ce qu'on va un petit peu regarder maintenant. Donc le travail, c'est voilà, réfléchir à des façons d'habiter mieux nos territoires et de mieux coopérer entre nous, et tout en s'inspirant de problématiques qui sont anciennes. Une grande partie de ce que j'évoque là fait l'objet de travaux scientifiques. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs en ligne, je vous donnerai des références si vous le souhaitez, et notamment dans la revue Métropolitique. Ce qui est intéressant, c'est reprendre, pour paraphraser Jacques Chevalier, qui est un professeur de droit, le destin des communaux apparaît à bien des égards paradoxal, héritier d'une histoire ancienne remontant au Moyen-Âge, ayant survécu à tous les changements du contexte social et politique. L'institution a été perçue pendant longtemps comme une survivance. Or, par un étonnant retournement, les communaux se présentent désormais en relation avec la promotion de la figure du commun, sinon comme un modèle à suivre, du moins comme une institution exemplaire, illustrant l'inflexion des procédés de régulation et les formes de gouvernance des activités sociales dans la France contemporaine. Ces quelques phrases en disent beaucoup. Alors, on a trois points à voir avec vous dans ces minutes cet après-midi. Revenir sur la matrice sociale et foncière que représentent les communs, et en particulier les biens de section. Le processus ensuite de marginalisation et d'étouffement qui est en cours, et l'espoir, l'enthousiasme autour de ce que moi j'appelle la nouvelle ère des communs et les besoins, notamment la quête d'émancipation. Sur le premier point, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'imagine que dans la salle vous êtes quand même nombreux à connaître le sujet, néanmoins où il y a assez peu en droit français de textes sur le sujet, hein, il y a quand même quelques entrées avec des définitions assez complexes, on n'est pas spécialiste du sujet, et on peut notamment faire référence à un acte ancien de 1793, un décret, qui dispose les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou plusieurs communes ou d'une section de communes ont un droit commun. Ça signifie que les personnes sont soit elles-mêmes propriétaires collectivement, soit elles ont sur les biens d'autrui des droits d'usage. Alors en France, ces systèmes ont des noms très, très différents selon les régions. Là, on est vraiment dans un secteur où il y a énormément de sections de communes. Hein, c'est des particularités des départements Haute-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, etc.
Mais dans d'autres régions, c'est par exemple des consortages en vallée de Chamonix, des bourgeoisies côté suisse et aussi dans le Chablais français. Dans les Pyrénées, on a d'autres systèmes, etc. En Maurienne, des communaux cultifs, bref, il y en a beaucoup. Et le petit schéma qui est à l'affiche ici, c'est tout simplement un rappel des travaux précurseurs d'Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie en 2009, qui a vraiment relancé toutes les études sur le sujet et qui a mis en avant cette espèce de triptyque, de système. Voilà, on a des ressources d'un côté, une communauté qui jouit notamment d'usage, droit d'usage, et puis une gouvernance voilà, qui permet à ces systèmes d'évoluer, une gouvernance qui permet l'usage partagé des ressources et de la manière la plus démocratique possible. Les communs sont une forme de démocratie parfaitement, en général, sauf pour les personnes qui les vivent, très méconnues, et qui quand même, dans certaines régions, est un vrai atout délibératif et collaboratif. Alors, sans aller trop loin dans l'histoire, ces communs, ces communaux, puisque la souche, on les appelait les communaux, même s'ils ont muté, ici, ce sont devenus des sections, ici des consortages, en tout cas, il y a une source quand même commune. Donc, des systèmes relationnels garantissant l'usage partagé et démocratique de ressources, des forêts, beaucoup le cas ici d'ailleurs, des prés, des alpages, et il y a aussi beaucoup de petits patrimoines, je donnerai des exemples après. Ils préexistent à l'état moderne, c'est toujours bien de le rappeler, puisque les communes, par exemple collectivités territoriales, sont apparues après ces systèmes et sont venus se plaquer sur une réalité socio-foncière qui préexistait. Donc, on les date du bas Moyen-Âge, mais en fait, peut-être qu'il y en avait eu avant, d'ailleurs dans les sociétés anciennes, probablement qu'il y avait déjà des traces d'action de systèmes comme ceci, mais c'est beaucoup moins documenté. C'est plutôt bien documenté à partir du Moyen-Âge, où on trouve encore ici ou là des actes, des chartes, des conventions, où on voit clairement que les seigneurs, de gré ou de force, voilà, octroient aux populations locales des droits pour aller couper du bois, faire paître les animaux, prendre de l'eau, etc., selon des formes variables, selon les régions. Et ce qui est vraiment important ici de rappeler, c'est que cette propriété-là, j'y mets des guillemets, collective, on l'a un peu oublié, on est passé à d'autres systèmes depuis, propriété individuelle, mais à l'époque, c'est une propriété qui confère, un mode de propriété qui confère des droits d'usage avant toute chose aux populations. Le sol, qu'on appelait le domaine éminent des seigneurs ou des congrégations ecclésiastiques, avait un rôle à jouer, mais en tout cas celui qui possédait le sol avait un rôle à jouer, plus d'ordre public d'ailleurs, mais l'important c'était ce qu'on faisait concrètement, comment on utilisait ce sol, avec souvent des couches d'usage différents. Il y en a qui pouvaient aller couper du bois, d'autres qui pouvaient prendre de l'eau, ou parfois c'était les mêmes, c'est pas toujours les mêmes. Et en tout cas, ces droits sont accordés historiquement à des communautés et pas à des individus. Et ces droits sont intemporels parce que c'est la communauté qui compte, celle d'avant, d'aujourd'hui et de demain. C'est-à-dire que dans le collectif, nous, tout seuls, on n'est pas grand-chose. Ça relativise même notre place dans le collectif. Et on a intérêt à préserver cette ressource pour ceux qui viennent après. Ça a été dit d'ailleurs dans les témoignages. Donc ce caractère intemporel, il explique aussi la robustesse des systèmes. Les individus sont dans le système, ils le font vivre. Ils s'en vont, eux, ils disparaissent, pas le système, qui lui continue d'avancer dans le temps, pourvu qu'il y ait des individus pour le faire vivre. Il y a des moments, on voit beaucoup aussi aujourd'hui avec certains communs qui sont un peu endormis, ils ne sont pas morts juridiquement. Il suffit que des populations se réimpliquent, ou qu'on leur donne l'information comme quoi ça existe et qu'elles peuvent se réimpliquer, pour que les systèmes repartent. Il y a quand même des façons de les supprimer, on pourrait y revenir, mais tant qu'il n'y a pas de procédure d'expropriation ou des procédures de transfert engagées, les biens de section demeurent. Donc ça peut fluctuer dans le temps socialement selon le dynamisme démographique en fait. Et puis dernier point, c'est l'autogestion, bien sûr, historiquement. Il y a des règles propres, des mécanismes assez vernaculaires, remarquables d'autogestion, et des règles du droit local qui est créé par ces systèmes, qui va progressivement s'effacer derrière le droit national uniforme que va créer l'État moderne. Ces règles sont importantes à rappeler parce que historiquement même, c'est dans ces systèmes que, par exemple, les femmes ont pu s'impliquer, parfois même souvent, avoir le droit de participer aux délibérations. Quand
on voit qu'au niveau national, le droit de vote des femmes est arrivé bien tardivement après la Seconde Guerre mondiale, ça fait quand même réfléchir sur l'idée de modernité. Moi, quand on dit que ces systèmes sont désuets, j'aime bien rappeler quand même qu'historiquement, ils ont été quand même à l'avant-garde de beaucoup d'évolutions sociales. Quelques éléments. Alors, ça, ce sont des cartes que nous, on s'amuse à faire, si je peux dire, pour essayer de voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Évidemment, il y a eu un fort déclin. Mais dans la région qui est la nôtre, moi je viens de l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc ça c'est la Savoie et la Haute-Savoie, vous voyez que ce sont des cartes d'un historien, Jean Nicolas, qui parle de la situation il y a à peu près 300 ans. Selon les régions, en tout cas le territoire de montagne, c'est parfois près des 2/3 du territoire qui sont quand même maillés en commun, en communaux. C'est énorme en réalité. C'est pour ça qu'on parle de matrice sociale, c'était vraiment ce qui fondait c'est pas que du sol à gérer, c'est un réseau social. C'est le plus vieux réseau social que l'on connaisse en réalité, bien avant les réseaux numériques. Alors, il y en reste par endroits, parfois il n'y en a plus, ils ont été supprimés, mais il y en a encore beaucoup en France. Deuxième point, le processus de marginalisation et d'étouffement qui s'est ensuite développé. S'agissant des sections de communes, alors je ne vais pas évoquer les autres systèmes, le temps c'est vraiment une intervention sur la section aujourd'hui. Vous connaissez peut-être le régime qui est aujourd'hui dans le Code général des collectivités territoriales, qui définit ce qu'est une section, notamment c'est devenu aujourd'hui une personne morale de droit public. C'est intéressant aussi à voir comment l'évolution s'est faite. Hein. C'était au départ une communauté humaine, une société humaine au sens d'agrégation d'individus, pas une société au sens du Code du commerce. Hein. Pas une personne morale, c'est-à-dire une construction, un concept qui permet de conférer des droits, mais qui est artificiel. C'était une communauté, et puis progressivement c'est devenu une personne morale, une personne juridique, une personne civile, puis une personne morale de droit public, 2013, suite à l'évolution de la jurisprudence. C'est-à-dire que, de plus en plus, l'État a voulu les emmener du côté de la sphère administrative. Donc on est passé de l'idée de collectifs auto-organisés qui géraient un territoire, etc., à des collectifs qui s'inscrivent dans une dynamique de service public quasiment. Ce qui va expliquer qu'ensuite un certain nombre de règles sont destinées à les faire rentrer dans les canons du fonctionnement du droit administratif en fait. Donc il n'en demeure pas moins que c'est une personne publique atypique, spéciale, sous contrôle du conseil municipal aujourd'hui. Et la loi a remplacé, la loi uniforme, unique de l'État, a remplacé largement, pas tout le temps, les usages et les règlements locaux, pour partie. Donc il y a une sorte de rupture ici avec les logiques historiques de compromis à trouver localement, d'arrangement des populations. Ces communs ont subi ce que j'appelle moi le procès en anachronisme, c'est-à-dire les griefs sont nombreux, c'est désuet. Voilà ce qu'on entend souvent, c'est désuet, donc circuler, on détruit, on passe à autre chose. Ça vient de quoi? Ça vient de la Révolution française, bien sûr, c'est pas un processus, là moi je le décris en quelques secondes, mais évidemment il y a 300 ans d'âge. La Révolution française qui va structurer au niveau administratif l'État moderne, la promotion de la propriété individuelle, notamment au soutien d'un dessein économique libéral, nos modes de vie qui ont profondément évolué, moins agricoles, et puis aussi des accaparements privés de ces systèmes. En tout cas, les communs, les communaux, les biens de section sont des systèmes qui, en tout cas au départ, et aujourd'hui encore, s'écartent d'une logique de l'État moderne. C'est-à-dire l'État moderne a été construit sur un quadrillage, en particulier de l'espace, en circonscription administrative, uniforme, des départements, des régions, des communes, etc., et qui sont investis d'un pouvoir de régulation. Elles peuvent créer du droit, plus ou moins, et de faire régner l'ordre public. Et ça rentre en contradiction avec on puisse avoir des espaces autogérés et autorégulés par les habitants eux-mêmes. Donc là, il y avait un premier conflit, et puis les communes, quand on les a créées, notamment à la place des paroisses, mais on ne le dit pas assez, mais c'est aussi à la place des communs, ou en superposition, on a fait des découpages qui parfois sont venus au milieu des communs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore,
vous avez des particularités, mais qui enfin, les connaisseurs savent qu'il n'y a rien d'anormal, c'est que vous avez par endroit des ayants droit de biens de section qui sont sur un territoire d'une commune A, mais en fait le commun il est sur la commune B, ou autre exemple, une forêt peut être, enfin, les ayants droit d'une forêt peuvent être sur 3 communes. Et il y a des contentieux, Daniel Coupa qui est dans la salle aussi pourra peut-être prendre la parole plus tard, mais parfois les pouvoirs publics oublient que, en fait, pour connaître le nombre réel des endroits de sections de communes, il faut cumuler les endroits qui sont sur les différentes communes et pas que sur une seule. Et si on les comptabilise, si on les additionne, on franchit le seuil à partir duquel on peut créer une commission syndicale. Je salue d'ailleurs le travail qui a été mené à Osel, qui a permis, y compris jusqu'au Conseil d'État, de faire tout simplement appliquer la loi. Autre problème qu'on rencontre, c'est la logique du commun qui parfois a des difficultés à s'emboîter dans la logique du service public. Là, vous avez typiquement des logiques ascendantes et descendantes qui se percutent et qui ne sont pas toujours en bonne harmonie. Le travail de la chaire Valcom, c'est d'arriver à essayer d'articuler tout ça. C'est pas dire qu'il y a un qui est meilleur que l'autre, pas du tout. C'est comment, on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut se passer d'État, c'est comment on articule des logiques descendantes et ascendantes. Oui, le service public a été construit en France, notamment en lien avec l'État-providence, selon un modèle qui a très bien marché, mais qui a conduit, n'empêche, à déresponsabiliser les individus. Certains disent les infantiliser, peu importe, mais c'est l'administration qui va faire, moyennant le paiement de l'impôt par tout un chacun, c'est notre contribution, mais on délègue finalement un grand nombre d'actions à l'administration. Et les communs, c'est un peu l'idée différente, c'est-à-dire qu'on ne délègue pas tout à l'administration. On retient les choses parce qu'on estime qu'elles peuvent être aussi bien gérées, voire parfois mieux que l'administration qui n'a pas toujours les moyens d'être partout, tout le temps, notamment sur le terrain, à propos des enjeux fonciers. Juste quelques éléments juridiques de l'actualité de ces dernières années. C'est au nom de la rationalisation administrative que les communaux ont été, et sont encore aujourd'hui parfois perçus, les biens de section en particulier, comme des survivances promises à disparaître, même si des élus défendent la ruralité. C'est-à-dire que très souvent, vous avez dans le même discours d'un élu que la ruralité, c'est vraiment important, il faut défendre, il y a des richesses, il y a un patrimoine, et c'est vrai qu'il y a un patrimoine, une créativité juridique, d'ailleurs historiquement connue, mais qu'en même temps, ça serait bien de supprimer les biens de section parce que c'est un peu gênant, c'est pas facile à gérer, il y a quand même des difficultés pratiques. Et la loi de 2013, c'est la dernière grande loi, en fait, je fais simple, qui a traité du sujet. C'était inscrite dans un registre de la modernisation. Ce concept qui peut paraître très séduisant, en disant, bah oui, effectivement, on a besoin de moderniser des régimes anciens. Sauf que, alors cette loi a été appliquée en 2013, je ne sais pas si aujourd'hui, si au Parlement, elle serait vraiment votée dans les mêmes dispositions. Il y a eu tellement de choses en quelques années, les défis devant nous, je pense qu'elles rebattent les cartes quand même considérablement. Mais récemment encore, et en 2025, une nouvelle proposition de loi a été déposée par des sénateurs et qui dit textuellement, la loi 2013 a mis en exergue la désuétude de ce dispositif d'un autre temps, dont la gestion et l'existence même ne sont plus adaptées. Même si cette loi est un véritable acquis, nous devons aller plus loin pour répondre aux difficultés des élus locaux et faciliter la communalisation des biens de section. Voilà, c'est clair. Il faut aider les élus locaux, ok, dont acte, mais ça passe par la suppression des patrimoines des populations. C'est un parti pris. Il n'y a pas une unanimité des élus. Je ne fais que citer un texte qui est au Parlement, qui est déposé, qui n'est pas discuté aujourd'hui. Alors, si je reviens sur la loi de 2013, elle a été, quand on regarde l'attendu des motifs, dans les rapports parlementaires, il y avait 2 objectifs qui étaient extrêmement louables d'ailleurs. Double impératif, faciliter l'activité des sections de communes, dont l'existence favorise la dynamisation de la gestion de certains biens en rationalisation des règles applicables. C'est-à-dire que la loi revendiquait le fait que ça peut être intéressant quand c'est dynamique, mais aussi permettre plus aisément le transfert des biens de section de communes aux communes dans les hypothèses où les sections ne reflètent plus aucune réalité. Ça n'existe pas. Si les gens s'en désintéressent, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on peut supprimer. Alors, ça paraissait un peu équilibré comme ça, mais on dit, mais qu'est-ce qui s'en est fait exactement? Eh bien, le texte qui a été voté, qui est applicable aujourd'hui, il n'est pas calé sur ces 2 grands objectifs, tout simplement. L'équilibre voulu
n'est pas à l'équilibre réalisé, c'est même plutôt un déséquilibre. Le texte n'a pas atteint ses objectifs que j'évoquais avant. Il a d'abord, sur le premier point, la loi, elle a des sections qui marchent, je veux dire, qui fonctionnaient bien, rappelez-vous les points 1.2. La loi a tout simplement dévitalisé les organes représentatifs de gestion des sections, ce qu'on appelait, qui existe toujours d'ailleurs, mais peu, les commissions syndicales, et cela prive d'ailleurs les pouvoirs publics d'interlocuteurs bien souvent, alors qu'ils en réclament. J'entends souvent, moi, oui, mais les habitants, d'accord, mais ça serait bien qu'on ait des interlocuteurs. Oui, mais si vous supprimez les petites commissions qui peuvent fédérer un petit peu ces personnes, vous en aurez encore moins des interlocuteurs. Et puis on a renforcé le pouvoir des conseils municipaux et du maire qui agissent au nom et pour le compte des sections juridiquement. Et ça, c'est pour le meilleur, s'ils croient dans cet outil, ou pour le pire, c'est-à-dire s'ils n'y croient pas, ils peuvent le supprimer. Et sur le deuxième point, la question de supprimer les sections si elles n'ont aucune réalité, c'était comme ça au départ, là, il y a un texte qui laisse le champ libre à l'administration pour en décider, en fait. Parce que ça veut dire quoi, un bien de section, un commun, qui ne reflète plus aucune réalité? Est-ce que c'est la perception que l'administration en a, ou celle des gens? Et quand je dis les gens, c'est qui les gens? C'est 3 familles? Mais est-ce que ça compte moins que 3000, que des habitants d'une grande ville? Je ne sais pas. Donc là, on a une difficulté. C'est que bien souvent, cette notion de la section n'existe pas, n'existe plus, n'a plus de vie, ou est endormie en déshérence, donc on va la supprimer. Cette question n'est pas tranchée par les populations réellement. Elle est tranchée par l'administration. Parce qu'en bout de compte, à la fin des procédures, il y a une autorité qui est habilitée à trancher, c'est le préfet. Donc tout a été fait pour limiter l'accord ou le désaccord des populations plutôt. Au départ, il y avait des votes pour tout. Et le vote, s'il était négatif, des populations, elles disaient non, on ne veut pas transférer, on ne veut pas se saborder par exemple, pas mourir. Et bien on en restait là. Aujourd'hui, s'il y a désaccord entre le conseil municipal et les habitants, eh bien on va demander au préfet de trancher. Voilà. Et le préfet, voilà, il peut trancher dans un sens comme dans un autre en théorie. La pratique montre qu'il a plutôt tendance à trancher en faveur des élus. Voilà, donc c'est une question très importante. Qui décide de la valeur de ce patrimoine? J'y reviendrai après à propos de la fouage. Et puis, une dernière faiblesse dans la loi qu'il faudrait sans doute corriger, c'est qu'il n'y a pas de critères de discernement imposés lorsqu'on prend une décision de suppression d'un commun. Encore une fois, hein, c'est des communs qui ont peut-être 500, 300, 1000 ans d'âge. Mais ces décisions se font rapidement. Une simple décision d'un conseil municipal, une délibération, et hop, on passe à autre chose. Et il y a une faiblesse en ce que le droit à l'information des populations n'est pas tout à fait respecté. C'est un principe constitutionnel. Puisqu'il n'y a pas d'étude d'impact, par exemple, qui est proposée. C'est-à-dire, bah voilà, si on supprime la section, si on supprime le commun, qu'est-ce qu'on supprime en réalité? Est-ce qu'on supprime simplement au cadastre un périmètre? Ou si on supprime autre chose? L'attachement qu'ont les gens à ces systèmes, ça vaut combien? L'économie, petite économie qu'elle peut procurer localement, un peu de bois, etc., ça veut quoi? Les services, le lien social, les gens qui se parlent, qui sont réunis par ces rhizomes invisibles des droits d'usage, et l'appartenance à tel village. Voilà, ça, c'est pas discuté. Donc quand les décisions sont prises, voilà, on parle uniquement de bah, c'est bien de supprimer, ça ira plus vite, c'est plus simple à gérer, il n'y aura qu'un seul budget. Voilà, il y a un échelon en moins administratif. Donc on revient sur l'idée de la rationalisation, la simplification administrative, c'est bien. On n'est pas convaincu systématiquement que ce soit une bonne chose. Donc en tout cas, il faudrait travailler à cette idée de restaurer le consentement libre et éclairé des personnes. Après tout, si les personnes sont bien informées et qu'elles disent bah, oui, on veut passer à autre chose, pas de problème. Il faut être encore sûr que leur consentement soit libre et éclairé. Alors, troisième point, la quête d'émancipation, parce que voilà, on constate que l'histoire n'est pas finie en fait. De nos
pérégrinations de recherche en France et beaucoup en Europe aussi, on s'aperçoit que c'est la même tendance, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt nouveau pour ces sujets. Vous avez sûrement entendu des mots, les communs, le mouvement des communs. Alors ça veut dire quoi les communs? Commun, ça me fait penser à la phrase du général de Gaulle à propos de l'Europe. L'Europe. Oui, mais quoi l'Europe? Ben là c'est un peu pareil, tout le monde parle des communs, mais on y met quoi derrière? Avec les biens de section, on y met quelque chose de très concret. On y met un système qui est ancestral et on connaît les rouages. En tout cas, la relecture et le nouvel intérêt pour ces biens de section, comme pour les autres formes, les courts-sortages et autres, il s'inscrit dans un mouvement plus large de rediscussion de ce qu'est l'économie sociale, l'ES ou l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Cette idée qui avait notamment évolué, été invoquée au début du XXe siècle, aussi, on a parlé pendant un moment aussi socialisme municipal, etc. C'est l'idée qu'il puisse y avoir une troisième voie entre l'État et le marché, entre le public et le privé. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est dans l'air du temps, et qu'on a des espaces sociaux intermédiaires à qui on peut confier la gestion de certaines activités. Pas forcément des activités régaliennes impératives. Je veux dire, on ne parle pas ici de défense nationale, on ne parle pas de créer une armée, on ne parle pas des services de santé. On parle de gérer la nature, on parle de la chasse, on parle de la régulation du tourisme, éventuellement quand il y a énormément de tourisme de masse, on parle du patrimoine, tout simplement du patrimoine. Et c'est cette idée que, finalement, on postule que les acteurs sociaux sont capables de se doter de finalités communes et de construire une action collective sans toujours passer par la médiation publique. Alors, ils peuvent passer par la médiation, ça peut se faire ensemble, et c'est peut-être même une bonne chose pour intensifier les effets de l'action, mais c'est une autre voie qui est souvent source de créativité, d'expérimentation et de démocratie. Et cette idée des communs, elle revient en force, tout simplement, du fait des difficultés des pouvoirs publics à agir aujourd'hui, face aux difficultés qu'on évoquait, face aux grands défis qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, j'en reviens à la question tout à l'heure, notamment l'affirmation de certains parlementaires. Voilà. Est-ce qu'on est en présence de systèmes désuets? Chacun se fera évidemment son idée. On est en présence d'une économie sociale peu visible. C'est un patrimoine immatériel et matériel exceptionnel de diversité, des savoirs, des expériences. C'est un enjeu d'identité, de culture, de dignité des populations. Il y a aussi des besoins et intérêts communs, la sécurité, l'assurance, au sens se sentir en sécurité, rassuré par les lieux qu'on habite, son voisinage, etc. Se parler, entreprendre, faire ensemble. Donc c'est une manière de contrer l'individualisme parfois un peu excessif. Comment on anime nos territoires et nos communes rurales? Comment on fait société? Comment on peut disposer durablement de l'eau, de l'air, de la nature en général? Et comment transmettre à celles et ceux qui viennent après nous ces ressources en bon état, et si possible, même en meilleur état? Et c'est aussi comment nous responsabilisons, nous re-responsabilisons pour gérer ces actions d'intérêt ou ces biens, sans toujours se tourner vers l'État, la puissance publique, pour faire à notre place comment l'accompagner, cette puissance publique. Mais voilà, la difficulté, c'est que cette résurgence, elle se heurte à un certain nombre de difficultés. Le cadre légal qui corsette l'émancipation, et puis une articulation mal prévue ou non prévue avec la logique du service public. Et ça, c'est un nœud gordien sur lequel on doit absolument travailler. Les enjeux, voilà, vous les connaissez. Énergie, loisirs, tourisme, patrimoine. Bien, j'ai mis au milieu festivités villageoises, parce que je crois que c'est un élément important. Autour de ces communs, vous avez énormément de fêtes villageoises, la fête du four. Il y a énormément de fours en activité en France. Dans notre région, c'est incroyable. Et on est en train de faire une étude sur le secteur métropole Savoie, qui est pourtant très urbain. Ce sont des centaines de fours qui marchent. Et donc, ce sont des petites choses pour de la cohésion sociale dans les villages. Je citerai, nous étions au Sénat, nous avons organisé une journée d'études le 17 octobre dernier. Vous trouvez d'ailleurs en ligne les actes
et les vidéos, mais j'aime bien citer quelques personnes qui ont pris la parole, notamment Marc Debray, qui est membre d'une section de commune à Retour. La section de commune est un organisme vivant, du fait qu'il y a des ayants droit, des hommes, des femmes qui vivent sur un territoire constitué de forêts, de marais, de rivières. Un organisme vivant, dans la mesure où ces gens échangent entre eux. Il y a une organisation pour faire travailler ce bien de section, pour échanger avec la puissance publique. Il a des repères pour fonctionner, non d'immédiateté, mais un repère méconnu. Il travaille avec, dans l'avenir et pour un temps indéfini. Cette idée du temps long, elle est intéressante à remobiliser aussi à l'heure où tout va très vite, les réseaux sociaux, l'instantanéité. Là, on se pose un peu. Il y a quelque chose, moi je trouve assez une sérénité dans cette idée que voilà, on travaille pour ceux qui viennent après. Ce patrimoine est considérable, je le disais, alors on va aller assez vite, mais vous le connaissez probablement, il est vivant, hein, parce qu'il est activé. En revanche, il est très hétérogène. De ce que l'on voit, nous, en France, et pas simplement pour les sections, hein, vous avez à la fois des communs qui sont de vastes domaines, des milliers d'hectares, à ce que j'appelle des timbres-postes, c'est-à-dire parfois il reste une bande de terre, parfois il reste un lavoir, il reste un four. Alors le four, c'est pas parce que c'est pas une grande taille que ça n'a pas d'intérêt symbolique ou d'attachement pour les populations, ça n'a pas à voir, ça n'a pas de lien. Mais en tout cas, grande diversité, hétérogénéité. Socialement, c'est un peu la même chose. Vous avez des communs très dynamiques et des communs qui ne se fonctionnent plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne fonctionneront plus à l'avenir, mais en tout cas, ils sont endormis. Dans certaines régions, les communs sont tellement importants qu'ils représentent même une grande part de la surface de la commune. Ils ont une posture politique majeure, quoi. Ils sont là, c'est un acteur incontournable. En d'autres cas, c'est pas ça du tout. Il est totalement invisible et souvent ignoré. Il faut toujours distinguer ce que j'appelle la main et l'outil, c'est-à-dire l'outil est là. Il a des vertus, on peut aussi voir des inconvénients, mais souvent les conflits qu'on me rapporte sont des conflits de personnes. Et donc moi j'entends, oui, on s'entend plus que telle personne, on se parle plus, il y a un conflit qui date depuis les familles entre elles, oui, mais alors, est-ce que c'est la faute des personnes ou c'est la faute de l'outil? Voilà, je me suis dit, attention, c'est pas parce qu'on peut avoir un conflit à un moment avec entre personnes qu'il faut supprimer tout le système. Surtout pour le remplacer par quoi? Que fait l'administration une fois qu'elle a récupéré les terres des biens de section? Elle les revend. Et qu'on peut revendre notamment les biens de section, il suffit d'invoquer un motif d'intérêt général, notamment pour faire un lotissement. Je m'interroge. C'est un commun, le lotissement? Est-ce que ça va générer du lien social? Peut-être. Il n'y a pas de mauvaises ou de très bonnes actions. C'est comment, si on supprime un système qui génère du lien social, par quoi on le remplace? Et est-ce qu'on aura la même temporalité? Est-ce qu'on aura toujours, avec les nouveaux outils, les néo-communs, une temporalité longue? C'est les questions qu'on se pose, nous chercheurs. Hein. Comment les néo-communs peuvent être habités de cette même logique dans le temps long? C'est pas évident. Alors voilà, quelques illustrations. Les communs qu'on évoque octroient des droits aux populations, droits d'usage. J'entends parfois, oui, mais c'est pas normal. Alors le village à côté, ils ont des droits et nous, on n'en a pas. D'abord, c'est vrai, mais il faut voir ce que sont ces droits. C'est pas forcément des droits, waouh, c'est ok, des droits à des stères de bois. Ça, c'est vrai que c'est un petit avantage. Mais il y a une contrepartie. Il ne faut jamais l'oublier. Il y a deux genres dans les communs, le droit et les devoirs, d'obligations collectives. Et qu'on appelait dans le temps des corvées, qu'on appelait des prestations selon les régions, des participations. Et aujourd'hui encore, elles sont... On est surpris, on a une thèse sur le sujet actuellement qui est en cours, et de voir tout ce qu'on trouve sur le sujet. Des populations qui s'auto-gèrent, qui vont nettoyer des bassins, qui vont enlever les... Ça, c'est vers Chambon, mais ça, c'est un consortage vers Chamonix. Des populations qui disent, oui, nous-mêmes, on va les nettoyer. Et puis, elles ne font pas ça tous les jours, mais elles ont un regard, voilà, elles entendent, elles voient les choses sur le terrain. Ce sont des précieux relais pour l'administration. Ça va être précieux pour gérer les sources, ça va être précieux pour gérer les incendies. Ce sont de formidables, finalement, auxiliaires de l'action publique. Je vais aller très vite. Alors, j'insisterai juste sur un point, alors que là, vous avez des chapelles, qui sont souvent sectionnelles, d'ailleurs.
des fêtes de village, gestion d'alpage. C'est une section de commune en Savoie, en Haute-Savoie, qui fait près de 1000 hectares. Rénovation, restauration de zones humides, etc. Et ce que je voudrais dire, c'est que toutes ces personnes qui sont investies sont des milliers et des milliers de personnes, sont des bénévoles. La loi d'ailleurs interdit aux personnes qui gèrent les sections de communes d'avoir une indemnité, alors que c'est possible pour des élus d'un conseil municipal, c'est pas possible pour les sections, selon la loi. En tout cas, ceci ne coûte rien à l'administration. Il faut rien avoir en tête avant de supprimer aussi les sections. Par quoi on remplace? En équivalent temps plein fonctionnaire, ça va représenter combien? Ça, c'est des questions lourdes, de sens et financièrement. C'est beaucoup de foncier aussi. Alors j'ai dit qu'il y avait eu un fort déclin, et c'est vrai, il y a un énorme déclin en 250 ans, mais il n'empêche, il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Les de Chamonix, les consortages, c'est plus de 11%, c'est plus de 4000 hectares. Les sections de communes, il y en a encore plus de 30 000 en France. Ça représente un peu moins de 3000 km², c'est plus grand que un pays comme le Luxembourg, par exemple. Donc c'est pas une paille, et ça fait des sections qu'on cumule, hein. Un des plus grands propriétaires fonciers, finalement, du pays. Mais là, la carte à droite, c'est uniquement sur les sections. Donc plus c'est rouge, plus c'est rouge et plus vous en avez. Alors, au niveau national, c'est à peu près 0,5-0,6% du territoire, même si, voilà, c'est plus les 70% de la moyenne ou de la tarentaise, mais sur certains départements, c'est encore fort, 10% Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, etc. Donc, c'est pas anecdotique. Monsieur, s'il vous plaît, consortage, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Consortage, qu'est-ce que ça veut dire? Consorts qui ont le même sort, qui ont le même destin. Bourgeois, les habitants du bourg, c'est tout et il y a les comparses aussi, comparsonniers, partagent, plusieurs parts dans la même société de destin. C'est-à-dire que ça résume des noms d'entités, de communautés qui vont co-gérer ensemble dans le dé de faire perdurer les ressources. Ça, c'est une petite carte sur les sections de communes dans la région. Les forêts sectionnelles sont aussi très nombreuses, il y en a près de 3000, un peu plus de 3200. C'est pas facile à voir ce schéma, mais en gros, c'est les points orange, ça représente les territoires sectionnés. Ça, c'est plutôt dans le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est là où il y en a le plus. Et bien sûr, dans le secteur Haute-Loire, c'est assez frappant. Il y en a beaucoup encore. Mais aussi dans le secteur Savoie-Haute-Savoie. Ça, c'est Chanalay, la tourbière, qui est connue, tourbière d'altitude, qui ce sont des biens de section. On passe. Ça, c'est un travail qu'on a fait aussi à Chanalay, que vous pouvez télécharger depuis notre site internet. On a fait un travail avec les élus et les habitants sur les biens de section pour essayer de mesurer comment cette gouvernance collective de l'eau, des forêts produisait des effets positifs. Comment on arrivait à évoquer, à traduire visuellement même le travail des populations. Parce que ça fait un peu abstrait comme ça, mais quand on voit ce que font les populations, qui va se traduire ensuite par l'eau qui coule au robinet, ou la beauté des paysages, l'entretien des forêts, etc., là on a du concret, quoi. Sinon c'est pas facile toujours à se représenter cet intérêt-là. Là c'est ce qu'on appelle un bloc diagramme. Alors la spécialiste des blocs, elle est là. Alors je l'ai occupée aujourd'hui à passer le diaporama, mais vous pourrez la questionner tout à l'heure. Paysagiste, c'est-à-dire que c'est une façon de représenter le travail anthropique finalement, entre le haut, le bas. Là c'est Chanalay à nouveau. Les tourbières qui sont des biens de section, qui vont filtrer l'eau, qui sont très bien entretenues. Puis ensuite, plus on descend, on va au village, on récupère l'eau, on s'en sert. Dans le village, on a des biens de section, hein, il y a des fours, il y a des maisons d'assemblée, etc. Et ainsi, cette vie est finalement organisée autour des communs, sans qu'on ne s'en aperçoive plus en fait. Donc c'est bien de le remettre devant pour dire, bah, attendez, l'armature sociale, elle est quand même construite autour de ce maillage sectionnel. Mais ici, les sections, mais ça peut être d'autres formes de communs, bien sûr. Bien sûr, on a évoqué le patrimoine, il est bâti hein, aussi, les maisons d'assemblée.
là, à Bleriac. Monsieur Sivet, vous la reconnaissez. D'autres maisons, les fours, alors ça c'est plutôt en Haute-Savoie les images qui ont été prises récemment encore, l'inauguration d'un four là, qui avait été rénové. Donc c'est à chaque fois des moments de convivialité. J'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a une procédure particulière d'attribution des terres agricoles agro-pastorales dans les sections qui mériterait aussi un sujet en soi, parce que c'est assez compliqué, pas toujours non plus vertueux. Mais on a cette idée que voilà, on a des terres qui sont quand même dévolues aux ayants droit, et notamment en priorité aux ayants droit qui habitent localement. Les exploitants agricoles qui sont du village, ils ont priorité sur les terres. Donc c'est une question, ça participe de l'animation aussi des territoires. Donc un foncier au marché, un foncier pour régénérer les liens sociaux, et tout ça étant vecteur d'action, une richesse, un véritable patrimoine précieux, des instruments pour prendre soin du territoire, je résume un peu tout ce que j'ai dit, hein. Des soutiens précieux pour la puissance publique, condition de compter sur les populations, une opportunité de dynamiser la coopération non pas intercommunale mais intracommunale qu'on néglige souvent, des formes démocratiques implicatives, et puis le sujet nous sert aussi à essayer d'ajuster les contours de l'État moderne, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut comme État aujourd'hui, comme service public ou d'intérêt collectif. Je vais faire un petit zoom maintenant sur le patrimoine culturel immatériel, et notamment l'exemple de la foi. J'ai montré tout à l'heure le reportage qui avait été diffusé à France 3 Alpes samedi dernier, dans le Loing. Pourquoi ? Parce que les élus de l'agglomération d'Aix-les-Bains ont organisé une conférence de presse dans la forêt pour parler de la fouage. C'est une agglo assez urbaine, hein, c'est plus urbain qu'ici. Et pour parler de ce travail qu'on a mené avec un grand nombre de communautés et qui a permis en juin dernier d'inclure la fouage au patrimoine culturel immatériel à l'inventaire national français. C'est l'application de la Convention UNESCO de 2003. Derrière la fouage, il y a ceux qui sont là et qui le pratiquent, vous pourrez en parler bien mieux que moi, mais voilà, on est dans le temps long, on s'inscrit dans du temps long. Il y a une philosophie d'action qui résiste au temps. On est à la fois dans le registre technique, oui, il y a de la coupe de bois, il y a des questions de sécurité, bien sûr, mais il y a aussi du sensible, de l'attachement des populations à ces systèmes. Parfois c'est même très poétique, tout simplement, le fait de déambuler, de se promener dans une forêt qu'on aime. Et puis derrière le travail qui a été mené, Charles Balcom n'a fait que porter la plume, hein, et tenir la plume, pardon, eh bien ce travail en miroir reflète les luttes des populations pour conserver ces savoir-faire et ces pratiques. Bon, vous le savez, la fouage, c'est le droit de prendre dans une forêt une quantité de bois nécessaire pour se chauffer, etc. C'est une pratique très ancienne qui vient au moins du Moyen-Âge. On prend du bois pour se chauffer, mais aussi du bois d'œuvre éventuellement. Mais c'est bien plus qu'une coupe de bois, comme je le disais tout à l'heure. La fouage a des véritables vertus collaboratives. On pratique en équipe, par étapes, avec des réflexions sur la stratégie de quel bois on doit couper, etc. Alors la fouage est pratiquée dans beaucoup de régions françaises. La plupart sont des régions de montagne, mais pas uniquement. On a aussi en dehors des sections de communes. L'exemple le plus connu, c'est aussi dans la forêt de la Teste de Buch, en Gironde. Mais beaucoup dans le Grand Est, aussi en Bourgogne. Des témoignages des personnes qui sont exprimées, qui ont envoyé des lettres de consentement, qui expliquent ce que fait la fouage pour elles, en termes d'attachement, en termes d'intérêt pour l'entretien des paysages, pour l'écologie aussi. Voilà, et puis il y a cette idée pour faire la fouage, on est aussi très à l'écoute de la nature, des cycles de la Lune, selon que la sève monte ou descend dans l'arbre. Voilà, beaucoup de savoirs que nous on a voulu mettre en lumière dans le cadre de ce travail. Voilà, ça c'est des photos qui ont été prises à Chénard-l'Évêque, c'est en Lozère, d'affouagiste. Il n'empêche que cette affouage connaît un certain nombre de difficultés, puisqu'on a supprimé beaucoup de commissions syndicales, donc on se retrouve avec une difficulté, moins d'interlocuteurs pour les communes et pour l'ONF, qui est en charge de la mise en œuvre du régime forestier, puisque les biens de section en particularité sont soumis au régime forestier.
comme une forêt domaniale, comme une forêt communale. Ça peut paraître un peu étrange, puisqu'au départ c'était des biens privés finalement. Et selon les régions, cet affouage il est bien pratiqué, largement consensuel, ou au contraire il peut être très conflictuel. On connaît même beaucoup de cas où il y a des refus même d'organiser l'affouage par certaines municipalités, parce que ça tient à plein de raisons. Parfois tout simplement c'est des conflits de personnes, parfois c'est d'autres raisons plus économiques. Mais on voit bien qu'il y a un petit hiatus aujourd'hui entre la manière dont on pratiquerait l'affouage, qui est plus une façon de jardiner la forêt, dans le temps long, et puis, puis en face, l'exploitation plus immédiate d'une forêt pour procurer des revenus aussi aux collectivités publiques, et c'est un enjeu majeur aussi. Donc, il y a des ça s'articule parfois mal. L'affiche, celle-ci, vous la trouvez en ligne, vous tapez affouage PCI, ministère de la Culture, vous la trouverez aisément. En tout cas, quand les droits sont niés, ça procure énormément de ressentiment auprès des populations. Et on peut nous les mesurer par nos enquêtes et aussi le témoignage tout à l'heure que vous aviez vu en ouverture par la vidéo. Juste un mot de ce travail qui a été fait. Je voudrais dire qu'ici, on s'est inscrit dans ce qu'on appelle la convention de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est une branche de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui prévoit la consécration, la reconnaissance de patrimoine, différents patrimoines, notamment culturels, immatériels, mais on reste toujours dans le cadre d'une reconnaissance par l'État, par le ministère de la ministre de la Culture, par le haut. Alors c'est intéressant parce que l'article 2 de la Convention dit que le PCI c'est quoi? C'est un patrimoine transmis de génération en génération qui procure aux communautés un sentiment d'identité, de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Donc on dit à l'affouage, mais je parle que de l'affouage, il y a d'autres choses liées à l'agriculture aussi. Mais on s'est retrouvé face à une procédure. Il y a un comité d'experts qui se réunit. Et d'abord, on a essuyé des échecs. Le nom des experts n'est pas connu. La motivation des refus n'est pas transmissible. Donc on se retrouve face à une espèce de mur. Et moi, je revenais à chaque fois vers les communautés qui rédigeaient les lettres ou qui relisaient la fiche. Je dis alors, le ministère, il n'est encore pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? On nous dit que. On nous dit que c'est trop politique, on nous dit que c'est trop technique, on nous dit que... Alors, à force, je sais que ça a fait grincer un peu les dents, certains disaient non, il ne faut pas lâcher. On n'aurait pas lâché grand-chose, on a trouvé une version finale consensuelle qui parle des biens de section, mais voilà, on s'est retrouvé quand même face à une procédure surplombante. Qui décide de ce qui est du patrimoine ou non en France? Ça reste bien souvent l'État. Or, une grande partie du patrimoine de la ruralité sont des patrimoines qui ne sont pas dans cette focale-là. Il y a des non-dits patrimoniaux en France, très importants. Ils sont pas, ce que vous pouvez penser et comme être du patrimoine, qui peut d'ailleurs parfois être tout simplement votre forêt à côté de chez vous, c'est pas forcément ce que l'État peut en retenir. Il va plutôt être, lui, dans la monumentalité. Les châteaux, les cathédrales, etc. Donc le travail a été compliqué et voilà, on a beaucoup de témoignages aussi de personnes qui voulaient que cette fiche soit en même temps un levier de la revendication pour faire reconnaître les savoir-faire et les sections. Une autre difficulté, ça a été de se poser la question, parce que c'est une exigence de l'UNESCO ici, quel plan de sauvegarde? Mais quel plan de sauvegarde uniforme, puisqu'on a une pratique qui est extrêmement diverse selon les endroits en France. Et les affouagistes, les sectionnaires d'ailleurs, ne se connaissent pas nécessairement d'une commune à l'autre. Ils sont très nombreux, mais ils sont en même temps dispersés et isolés. Alors on a quand même échafaudé avec les communautés d'éléments importants, mieux participer aux journées européennes du patrimoine, faire des fêtes villageoises, il y a qui sont de l'éducation populaire aussi. Mieux expliquer ce qu'est l'affouage, communiquer, créer des réseaux d'entraide entre affouagistes, mieux associer les affouagistes au plan de gestion,
de l'ONF. On peut aussi créer des comités consultatifs pour les hameaux. C'est pas dans le droit relatif aux biens de section, mais c'est très intéressant quand on n'a pas d'outils sectionnels. Les habitants eux-mêmes peuvent faire la demande au conseil municipal de créer un conseil consultatif sur tous les sujets possibles. D'ailleurs, c'est un des rares domaines où il n'y a quasiment pas de texte. C'est une immense, il y a une grande souplesse qui est laissée pour organiser ces comités, bien entendu, à condition que le conseil municipal en accepte la demande. Faire des conférences de presse, ça a été dit. Et puis, oui, c'est bon, tu peux passer. Voilà quelques exemples. À Retournac, proche d'ici, ils ont mis en place une formation de bûcheronnage pour les femmes. C'est 12 femmes qui sont inscrites. Parce que voilà, vous voulez des jeunes, notamment, qui voulaient se remettre un peu à l'action. Là, c'est une photo qui est en Italie, où une communauté, c'est une sorte de presque équivalent à une section, organise tous les 3-4 ans des formations. Il y a même la région qui donne un peu d'argent pour faciliter la formation. Parce qu'évidemment, la FOAJ, il y a des enjeux de sécurité. C'est pas évident de manier les outils. Et puis bien sûr, il y a un travail à faire avec les scolaires. Ça, c'est un travail que fait chaque année la Teste de Bûche en Gironde, que d'accueillir des centaines et des centaines d'enfants, de scolaires, pour expliquer les usages. Et cette année, ils ont dédié leur fête annuelle, ils appellent la fête de l'usage, à l'inscription de la FOAJ au patrimoine culturel immatériel. Ça, c'est un reportage qu'on a eu récemment, j'en parlais tout à l'heure. Ça, c'est ici Savoie. Tu peux passer, ça correspond au reportage qu'on a vu tout à l'heure. Là, très peu de femmes. Vous notez ? Donc là, il y a vraiment un travail à faire sur les questions de genre. Ce jour-là, j'ai fait la remarque, si c'est bizarre. Bon, voilà. Alors, le paradoxe ici, c'est que grâce à l'application de la Convention UNESCO, on parvient non sans mal, à faire reconnaître des savoir-faire ruraux. Mais l'État français est dans une situation étrange, c'est qu'il reconnaît des savoir-faire ruraux, qui sont d'ailleurs ceux des sections de communes, mais il n'applique pas l'article 13 de la Convention qui dit qu'une fois qu'on a reconnu le savoir-faire, il faut reconnaître, il faut le sauvegarder, et notamment mettre en place une politique de planification. En fait, on se retrouve à une drôle de difficulté, c'est qu'on reconnaît visiblement les savoir-faire issus des communs, mais on ne va pas jusqu'à protéger les systèmes qui les génèrent et les perpétuent. Donc on est un peu au milieu du gué aujourd'hui en France. Peut-être que ça bougera dans les prochaines années. Alors en tout cas, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a une convention internationale européenne qui s'appelle la Convention de Faro, qui a été signée pourtant en 2005, qui n'est pas appliquée en France, puisque la France refuse de la signer, et qui a une toute autre approche du patrimoine. Il considère que le patrimoine ne doit pas être décidé uniquement par l'État, par le haut, mais que par le bas aussi il peut émerger. C'est une vision beaucoup plus large, plus démocratique, et qui prend en compte l'attachement, ce que les populations entendent par patrimoine. Mais la France ne le signe pas, pour l'instant. Faro. Je vais conclure, s'il me reste quelques minutes. Voilà, j'arrive à la fin. La conclusion, c'est tout simplement de nous questionner sur aujourd'hui, je parlais d'être au milieu du gué, voilà, comment on franchit le gué pour être finalement en accord avec cette idée que nous mettons en avant que finalement les communs c'est pas si mal et que dans notre société actuelle ce serait un renfort utile aux populations et aux territoires plutôt que de les supprimer. Donc ça passe par la reconnaissance, la considération pour ces populations et cet outil, le besoin de restaurer la confiance dans cet outil, et on en manque un peu parfois. Alors c'est marrant parce que dans votre région, il y a peut-être un manque de confiance autour de l'outil, on ne le voit pas avec beaucoup voilà, c'est pas très positif, en tout cas pas autant que je le vois. En revanche, dans d'autres départements, Savoie, il y a, parce qu'on a oublié en fait ces communs, quand on en parle, les élus sont enthousiasmés, parce qu'eux, ils voient ça comme si on ouvrait une page blanche, on tournait une page blanche. Voilà. Alors qu'ici,
le sujet des biens de section continue de charrier quelque chose d'un peu négatif, comme si c'était que des embêtements, alors que pas plus d'embêtements que dans d'autres rouages de la vie personnelle ou de la vie publique, d'après nos constats. Alors, vas-y, s'il te plaît. Juste de mettre en avant deux, trois petites choses. Les communs fonciers sont un peu gênés dans leur émancipation aujourd'hui parce que par leur singularité, tout simplement, et aussi leur ancienneté. Singularité, c'est-à-dire que ce système juridique est un peu mal appréhendé. Et oui, on connaît bien la propriété individuelle, on connaît même la propriété publique classique, mais cet intermédiaire, propriété des habitants, des communautés, c'est parfois un peu, ça fait un peu peur. La notion de communauté en France continue de faire peur. On ne parle pas ici de communautarisme. Moi, j'ai jamais vu des habitants de sections qui, et ça fait quand même un moment que je sillonne la France, qui sont anti-républicains. Non, ils sont même plutôt le doigt sous la couture du pantalon pour faire appliquer la loi, et parfois même une loi qui leur est pas favorable. Donc ça, c'est important à rappeler. Il n'est pas question de sujet religieux, hein, vous avez remarqué. On parle très peu de politique au sens politicienne partisane. C'est un sujet transpartisan. On peut s'y retrouver pour l'aspect culturel, l'aspect solidarité, l'aspect plus identité, peu importe, ou art économique. Mais ce qui manque en droit français, c'est tout simplement rappeler les fonctions d'intérêt collectif de ces systèmes. Déjà, ça changerait un peu la donne. Ce que l'Italie vient de faire, enfin vient en 2017, nous on est incapable de le faire. Tout à l'heure, je vous avais mis au début des définitions, enfin des textes, qui sont des textes un peu ésotériques, hein. C'est pas évident de les appréhender, surtout ça ne dit pas à quoi ça sert. La loi italienne dit ceci, je ne vais pas tout lire, mais c'est l'article 2 de cette loi de 2017. La République protège et valorise les biens de jouissance collective en tant que éléments fondamentaux pour la vie et le développement des collectivités locales, instruments primaires de conservation du patrimoine, composante stable du système environnemental, base territoriale d'institutions historiques pour la sauvegarde du patrimoine, éléments structurants du paysage, etc. On n'a pas ceci. Donc on continue d'accréditer l'idée que c'est ancien, que ça ne sert à rien, etc. Alors qu'on pourrait faire preuve de mesure. La confiance, eh bien, je ne vais pas développer ici, mais en tout cas on sent, nous, d'après nos reportages que vous trouvez en ligne sur notre vidéothèque, qui est une forte attente de la société néanmoins pour une société ou d'autres formes de collaboration. Ça va à rebours des discours ambiants, ce que j'entends énormément, qu'on lit souvent aussi, comme quoi on va toujours vers plus d'individualisme. Ce n'est pas forcément ce qu'on ressent nous. Et puis, le dernier point, c'est l'articulation avec les logiques d'intérêt, entre intérêt collectif et intérêt général. Je l'ai dit, hein, les communaux postulent la capacité des habitants à prendre en charge le bon usage des ressources liées au sol. En France, on ne fait pas encore application du principe de subsidiarité horizontale que l'Italie applique. Alors, quand on est référence à l'Italie, il se trouve que oui, moi sur ces deux points, il y a un peu d'avance juridique. L'article 118 de la Constitution italienne, donc le plus haut niveau juridique, dispose que voilà, les États, les régions, etc., encouragent l'initiative autonome des citoyens, agissant individuellement ou en tant que membre d'associations pour l'exercice d'activités d'intérêt général. C'est l'idée que la prise en charge publique, elle est souhaitable, voire légitime, qu'en cas d'insuffisance ou de défaillance des mécanismes d'autorégulation sociale. Donc c'est aussi l'idée que on peut traiter des problèmes les plus au quotidien par les habitants eux-mêmes ou en se contentant d'encadrer ce qu'ils font ou de les soutenir, etc. Aujourd'hui, les dispositifs de commun sont très peu soutenus, très peu de subventions attribuées, jamais même. Une fiscalité classique, alors qu'entretenir les forêts, etc., on pourrait penser qu'il puisse y avoir des baisses d'impôts, des exonérations fiscales, sachant que dans le même temps, si les sections de communes ne payent pas leurs impôts régulièrement, elles sont sous la menace d'une suppression automatique quasiment, sur demande du conseil municipal, par le préfet, si leurs taxes ne sont pas payées par elles-mêmes, mais payées sur le budget de la commune. Donc on a un système qui fait tout pour les étouffer finalement, alors que il faudrait réfléchir, peut-être se poser tranquillement autour d'une table et dire bon, il y a peut-être aussi de l'intérêt à aller plus loin.
On va passer cette diapo. Les pistes, ce serait de modifier un petit peu la loi, supprimer la disposition qui interdit la création de nouvelles sections, parce que ça, c'est un très mauvais signal qui est envoyé. En gros, la loi, elle dit, vous ne pouvez plus créer de communs. La société, elle dit, bah oui, si on recrée des communs, bah oui, vous avez une espèce de discours qui est quand même pas très encourageant. Renforcer les exigences de motivation des actes de transfert, de vente, garantir le droit à l'information, le fameux consentement libre et éclairé, alléger les contraintes de création de commissions syndicales, supprimer la double punition fiscale, ce que je disais il y a un instant, à la fois elles doivent payer les taxes, et si elles ne les payent pas, elles sont supprimées. Donc et on les empêche notamment souvent de louer leurs biens, ou en tout cas les recettes ne vont pas forcément dans leur propre budget. Et permettre la tutelle bienveillante, là c'est un sujet très vaste. Est-ce qu'il est logique que systématiquement on alourdisse les charges des maires, qui en ont énormément déjà, en leur demandant de gérer des sections? On pourrait peut-être imaginer que d'autres formes de tutelle puissent s'exercer pour gérer des biens de section, quand elles sont un peu endormies notamment. Je ne sais pas, imaginons des associations, conservatoires, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Le temps que la section se réveille, le jour où elle se réveille, on relâche la pression, et quand elle n'existe pas, c'est un foncier en marché qu'on protège. Il peut être, il y a pléthore d'instances qui peuvent être en charge de cette tutelle finalement, pas simplement le conseil municipal. Voilà quelques citations et j'en aurai terminé. Je reprends aussi une citation d'un membre d'une section de commune. Les communs fonciers ne sont pas juste des objets, ils vivent au rythme humain. À des moments, ils peuvent être délaissés, mais ils ne sont pas en train de mourir, ils sont simplement en train d'attendre la génération suivante. Un peu comme les bourgeons. Un peu plus politique, c'est l'actuel ministre des Sports, qui est député de Savoie aussi, on a mis en parenthèse le mandat de député, avec qui nous collaborons. Ainsi, à l'heure où nos campagnes ont parfois le sentiment d'être déclassées, méprisées ou oubliées, il me paraît essentiel de reconnaître ces organisations traditionnelles qui font partie des identités des territoires concernés. Merci de votre attention. On a un peu de temps pour débattre. Je me tourne vers Florence. Fabienne, pardon. Et puis vous retrouvez tous nos travaux sur le site que j'ai mis à l'écran. Merci. Bonjour, merci beaucoup, en tout cas c'est passionnant. Pour moi c'est une grosse découverte parce que je ne suis pas spécialement... Enfin, j'arrive dans la région et je découvre ce sujet. Par contre, je connais mieux l'économie sociale et solidaire. Alors j'avais une critique sur une de vos diapos, c'est qu'elle se développe, l'économie sociale et solidaire, pas uniquement par la limite de ce que peuvent faire les pouvoirs publics, ce que vous aviez mis, mais aussi par probablement une réaction saine aux excès ou l'observation, on va dire, de l'économie commerciale. Et je pense que c'est aussi important de le souligner parce que ça peut avoir ce lien-là. Alors très, très rapidement, mais la Cour des comptes vient de faire un rapport sur l'économie sociale et solidaire, soulignant qu'elle représentait 14% de l'emploi privé, mais qu'elle ne percevait que 7% des aides publiques aux entreprises. Et c'est d'où ce que je viens de dire, c'est ceux qui perçoivent, c'est le maxi-capitalisme qui est en fait la vraie économie assistée. Si je fais cette introduction, c'est pour dire que quand même un sujet d'espoir, c'est que malgré ça, l'économie sociale et solidaire se développe. Elle représente aujourd'hui 14% de l'emploi privé, mais elle en gagne un petit peu au fur et à mesure. Et elle a aussi, comme ce système,
une durabilité qui est meilleure. Le taux de survie des entreprises de l'économie sociale est plus fort que le taux de survie des entreprises commerciales. Et donc je me demandais, alors j'avais toute votre conférence, je me demandais, mais vous avez donné la réponse, aujourd'hui c'est pas possible de créer des nouveaux biens de section, d'après la loi de 2013. Est-ce qu'il y a un fort courant là-dessus, et est-ce que ça pourrait le coupler, moi me semble-t-il, avec les dispositions de la loi Natura 2000, parce qu'on a sanctuarisé des espaces ruraux, mais qui pourraient peut-être être réappropriés localement. Donc est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire dans ce domaine-là? Voilà. Merci. Sur la première partie de votre remarque, j'ai voulu juste ici dire que ça s'inscrivait dans un courant, mais je n'ai pas détaillé, et je ne suis d'ailleurs pas spécialiste de l'économie sociale et solidaire, mais il y a vraiment un travail à faire. Pendant longtemps, on a isolé les deux domaines, on dit « oh, ça c'est du foncier ». Vous avez vu que ce n'est pas que du foncier, ce sont des communautés humaines. Donc c'est là qu'on rejoint le sujet, qu'il faudrait creuser davantage, effectivement, vous avez bien raison. Le deuxième sujet est au cœur aussi des réflexions. Alors je pense avoir compris votre question, sinon vous la repréciserez, mais nous ce qu'on constate, c'est que dans nombre d'endroits où existent des dispositifs que moi j'appelle surplombants, ça ne veut pas dire qu'ils sont négatifs dans ma tête, mais qui viennent du haut, créés par l'État, créés par l'Union européenne, donc zone Natura 2000, réserves naturelles, parcs naturels, parcs nationaux. On a souvent des réactions des populations. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais pourquoi les populations ne sont pas d'accord avec les politiques de réserve, de parcs qui sont géniales? Moi, je voyais que du bien. Mais c'est parce qu'on ne leur demande pas ou plus leur avis, ou on leur a imposé ce schéma. Donc il ne s'agit pas de dire c'est de mauvais outils, non, c'est peut-être qu'il est temps maintenant de reposer les bases, des nouveaux outils, des nouvelles gouvernances. J'ai un moment où j'ai évoqué, ou je ne l'ai peut-être pas dit, mais si je l'ai dit au début, de quel État on veut? De quelle puissance publique on veut? Comment on articule tout ça? Dans la région de Chamonix, et vous trouverez à ce sujet en ligne la vidéo du témoignage d'un consort à propos de ce qu'il vit. Lui, il dénonce le fait que eux, ils sont là depuis 1000 ans, 800 ans. Ils entretiennent le territoire, qui est devenu un territoire que le monde entier connaît, Chamonix, qui accueille le monde entier. Des tourismes par millions. Et à un moment, l'État a calqué par-dessus une réserve, en disant on va protéger quand même cet espace. Au début, la réserve ne les concernait pas. Maintenant, ils sont inclus dans la réserve. Mais ce qu'ils constatent, c'est que c'est pas parce que c'est une politique d'État que la nature est mieux protégée. On pense une réserve naturelle, normalement la nature devrait être protégée. Est-ce que l'État régule l'accès des touristes à la réserve? Non. Donc chaque année, c'est des milliers de touristes, c'est 2000 personnes jour en été, qui montent notamment au lac Blanc, qui se baignent même dans le lac avec des crèmes solaires. Je dis ça parce que c'est vrai, c'est pas des... Donc ils sont battus pour que, d'abord, exiger de l'État qu'ils mettent des toilettes sèches, qu'ils mettent des panneaux d'interdiction de baignade, qu'ils verbalisent les gens. Donc les populations, ce que je veux dire par là, c'est que les populations, mais c'est transposable à peut-être Natura, d'autres, c'est qu'à un moment, elles se disent, mais ce pourquoi l'État doit agir, en fait, ne produit plus d'effet. On ne va plus dans la protection de la nature. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre destin en main. D'où l'idée de réappropriation, et que parfois, certaines populations, mais nous, on ferait mieux que l'État, finalement. Alors, est-ce qu'elles y arriveront? Je ne suis pas archi convaincu. Je préférerais qu'on dise on va travailler avec l'État et qu'on va essayer d'être plus fort ensemble. Il y a une question qui se pose aussi, qui se posera peut-être à terme, c'est est-ce qu'on peut confier la gestion d'un parc ou carrément de réserve à des communautés locales, des sectionnaires En Italie, dans une région qui accueille les JO, dans quelques semaines, Cortina d'Ampezzo, le parc régional il est géré par une communauté. Alors il y a une convention, il y a des aides, mais 8000 hectares gérés par ce qu'on appelle les regolais. C'est pas une section, mais c'est plutôt un type consortage, si je fais la transposition, mais c'est un commun ancestral. Est-ce que ça marche? Mais oui, ça marche. Ça fait 30 ans que ça dure.
Donc je pense qu'il est temps de reposer les bases d'un nouveau modèle. Encore une fois, je ne dis pas l'État... non, ça dépend des contextes. On a été aussi contacté par certains parcs en France, notamment en Normandie, qui veulent revoir leur gouvernance interne et qui s'interrogent. En fait, les gens, ils sont nulle part dans notre gouvernance. On invite tout le monde, on a un siège pour les Comcom, on a un siège pour la Chambre d'agriculture, on a un siège, mais en fait, on s'est aperçu que les représentants de la société civile, ils sont nulle part. Les représentants des communs, moi je plaide pour que dans les régions où il y a énormément de communs, il y a un siège quand même qui soit réservé. Alors après, à eux de s'organiser peut-être pour en émerger quelque chose. Il faut aussi se structurer du côté des communs. Il n'y a pas que la faute à la puissance publique, hein. Une forme de responsabilité. Voilà, je ne sais pas si ça répond en partie, mais la question elle est vraiment légitime. L'outil, quels sont les meilleurs outils aujourd'hui pour conduire à la protection de la nature et des ressources? Est-ce que c'est l'outil étatique, public, ou l'outil collectif? Ou parfois même l'outil purement individuel et privé, hein. Vous avez aussi beaucoup aujourd'hui de propriétaires privés qui ferment l'accès à leur territoire, qui ferment les forêts, et qui aussi posent des obligations réelles environnementales pour s'assurer que, y compris après eux, la nature sera préservée. Moi, du coup, vous avez dit qu'il n'y avait plus possibilité aujourd'hui de créer des sections. Si on essaie de détourner un peu les choses, comment on pourrait, avec les outils existants aujourd'hui, arriver à quelque chose qui soit à peu près similaire? Je ne sais pas si c'est une question de fondation, d'une association qui ne soit pas dissolvable. Voilà, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui pourraient être détournés pour arriver à avoir un peu les mêmes usages? Bon, d'abord, ce qu'a fait une autre loi pourrait le défaire. C'est qu'une loi, c'est pas la Constitution. Bon, à un moment, il y a un courant porteur, mais bon, le contexte politique est quand même pas super favorable à discuter de ces sujets au Parlement, même si on commence à les amener. Non, je crois qu'il y a plein de stratégies de contournement. Après, il faut qu'elles soient fédératives. Créer des associations, loi 1901, c'est une manière aussi de porter des projets. L'association aura beaucoup plus d'accès aux subventions, paradoxalement, mais c'est pas un commun. Il n'est pas propriétaire et il n'y a pas une allocation de droit d'usage collectif. Mais c'est une manière de fédérer, y compris les non-ayants droit, notamment pour la préservation du patrimoine. Et puis j'ai cité tout à l'heure un outil qui est très peu pratiqué, mais il est à Saint-Paul-de-Tartas, c'est pas très loin. Madame le maire a aussi témoigné au Sénat récemment. C'est la mise en route des comités consultatifs de hameaux. Les populations peuvent en faire la demande, c'est bien sûr sous réserve d'acceptation du conseil municipal, mais il peut traiter tout sujet. Et il a, théoriquement, d'après le texte, on a l'obligation d'informer ce comité de tout ce qui concerne son territoire. En théorie, hein. Donc, les ambitions de coupe de bois, de suppression de biens, je ne sais pas. Donc, c'est une manière d'occuper le terrain. Et troisième chose, rien n'empêche juridiquement, en pure théorie, de recréer des systèmes où, à partir d'un fonds, un propriétaire dirait, eh bien, j'accorde de nouveau des droits d'usage collectif aux habitants du village. On signe une charte, une convention, je ne sais pas, pourquoi pas. Et à charge pour eux d'entretenir ce bien, pas de durée de vie. Tant que la communauté est là, elle s'investit. Que dirait un juge? Je ne sais pas. Dirait-il oui, dirait-il non? Aujourd'hui, toutes les conventions qu'on passe, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous êtes un peu dans les affaires publiques, elles doivent avoir une durée. On ne se voit pas qu'une convention soit éternelle. Il faut 30 ans, déjà 30 ans c'est long. Il faut toujours être en capacité de revenir. Oui, mais là, nous, on parle de droit à des communautés. Les droits ne disparaîtront que si la communauté disparaît. Ou si elle ne remplit plus son office, le devoir. Donc à un moment, moi, je dis aussi, il faut prendre entre guillemets des risques, mais ils sont quand même limités. Faire preuve de créativité juridique. On peut recréer des communs. Je pense qu'on finira par le recréer. Sauf qu'on a perdu de vue l'idée que les communautés puissent être titulaires de droits collectifs. Merci beaucoup pour votre présentation.
vous avez parlé du coup d'obligation, de devoir pour les communautés tenantes de ces communs de les entretenir. À quelle définition du mot entretien vous référez-vous? C'est ma collègue Julia qui fait la thèse sur le sujet, elle n'est pas là aujourd'hui. Non, c'est l'entretien des territoires, je n'ai pas de définition particulière. C'est une définition, le mot entretien, on l'a retenu parce que il est le plus fédérateur possible. Ça va de l'entretien d'un cours d'eau, ça va de dégager les branches après une tempête, surveiller l'état des sources, surveiller l'état de la biodiversité, compter les animaux, c'est notamment avec les chasseurs. Voilà, c'est un fourre-tout, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez des éléments sur le sujet. Je peux éventuellement lier ma question précédente à l'usage du mot durable, durabilité. J'ai découvert récemment deux acceptions de ce terme-là, la durabilité faible, celle du développement durable née avec le rapport Brundtland en 87 par les Nations Unies, et la durabilité forte, un petit peu plus récente, par des économistes écologiques qui se sont un peu offusqués de ne compter que via des unités monétaires. Et donc, la durabilité forte est encore trop mal définie. Ceci étant, il y a quand même au moins 3 critères. Ne pas consommer les ressources renouvelables plus vite qu'elles ne se renouvellent. Ne pas rejeter les pollutions plus vite que les écosystèmes ne sont capables de les absorber, de les assimiler. Et ne pas détruire les écosystèmes, par exemple par des changements d'usage des sols, plus vite qu'ils ne sont capables de se régénérer. Et donc, vis-à-vis de cette durabilité forte, est-ce que, par exemple, le droit essaye de quantifier un peu l'évolution de ces communs en termes de biodiversité? C'est pas tant le droit ici. Nous, ce qu'on essaie de faire, et peut-être que, je ne sais pas si Clara, tu veux dire un mot, mais par rapport au travail de Bloc Diagramme, c'est-à-dire se représenter visuellement ce que sont les conséquences des activités menées par l'homme dans le but de protéger la nature et faire perdurer la ressource. On essaie de faire aussi une corrélation entre le travail qui est mené par les populations, avec l'ONF ou sans l'ONF ou avec les communes. Dans tous les cas, on le mesure, on essaie de le mesurer, voir cette corrélation entre ces actions-là et les objectifs du développement durable, les ODD, fixés par l'ONU. En termes d'implication démocratique, voilà, de cohésion sociale, de maintien de la biodiversité, etc. Donc on essaie de faire ces corrélations-là. Ce n'est pas tant une question juridique pour nous qu'une question géographique ou purement écologique. Ouais, voilà, sur l'entretien, voilà, c'est un terme générique, mais ayez toujours en tête que quand on parle d'entretien dans les communs, alors évidemment, on peut me dire, mais ici ou là, il y a des personnes qui jouent pas le jeu, peut-être que ça arrive, mais en tout cas, la plupart du temps, c'est toujours avec l'idée de transmettre les ressources et les savoirs à ceux et celles qui viennent après. Donc quand on a ce référentiel mental, toutes les actions sont organisées dans la durabilité. On n'a aucun intérêt à se saborder. Si on coupe trop des parts de forêt sans réfléchir à quelles essences, ou avoir une mauvaise réflexion, ou pas anticiper des maladies, il n'y a plus d'affouage pendant bien longtemps. Donc le temps long, et l'expression d'une stratégie dans le temps long, c'est un garde-fou précieux. Donc les actions d'entretien elles sont guidées par ça. C'est une garantie, en fait. On n'applique pas dans beaucoup d'autres domaines, puisqu'on est dans l'immédiateté, on n'est pas dans le nécessairement dans le recyclage, on est dans la consommation à outrance, l'extractivisme, et voilà, les communs, c'est une antithèse. Mais ça permet la consommation néanmoins. Oui, pour rebondir un peu sur la remarque de la personne précédente, est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'on peut envisager qu'une commission syndicale ou commune engage une procédure
d'obligations réelles environnementales sur un bien de section, donc avec potentiellement un contrôle d'une association pour le respect de la convention passée devant notaire. En théorie, on pourrait l'imaginer, mais d'abord, tout ce qui est un peu exogène, et tout ce qui vient de l'extérieur du commun, est mal vécu par les populations du commun. Ça veut dire que ça ne peut se faire, une ORE, qu'avec l'accord express et le fameux consentement libre et éclairé des populations. Je me tourne aussi. Pas forcément le cas. Alors si c'est le cas, moi en tant que juriste, je ne vois pas d'inconvénient. Si tout le monde est d'accord, on fixe une ORE qui va encore renforcer le caractère durable de la ressource. Mais il y a aussi chez les communiers, les ayants droit, c'est le souci d'être en maîtrise de tout le temps. Hein. Moi, je le vois dans les entretiens, et quand on fixe une ORE, par exemple, pour 80 ans, vous allez peut-être protéger une haie, une zone humide pendant longtemps, mais vous n'allez plus pouvoir agir parce que vous figez les choses. Donc, je ne sais pas, il faudrait que des ayants droit s'expriment sur le sujet, à ma place. Mais ce qui est sûr, c'est que si les décisions sont prises par des organes étrangers, extérieurs au commun, et qu'ils ne prennent pas le soin d'avoir le consentement des populations, ce n'est pas possible. Alors, en pratique, on peut en voir. Mais philosophiquement, ce n'est pas possible. Juridiquement, oui. Puisque souvent le conseil municipal décide. Donc, il peut arriver. Mais je ne connais pas encore de cas d'ORE sur des... Tu en connais? D'accord, il y a quelques cas. Est-ce que c'est des cas... Je peux te laisser en Haute-Loire. Est-ce que peut-être voilà, vous alimenter... Disons que les deux cas communs, c'est pour compenser les travaux de la RL 88, avec donc une commune qui a décidé de supprimer 2 hectares de forêt sans l'accord des habitants, bien évidemment, et même contre l'accord des habitants, pour créer une aire à grenouilles. Bon, ça, c'est sur les Saint-Jean. Et dans le même cadre, on a transféré à la commune un bien de section déjà classé Natura 2000 à ce titre-là. Donc, on a mis en l'air la section de commune. C'est ça les mais c'est pas une ORE, par contre. C'est pas une obligation réelle environnementale. Si, c'était à ce titre-là. C'est pas une ORE. Je voudrais revenir sur la notion d'habitants ayant leur domicile réel, voilà, pour profiter des biens de section. Alors, en sachant qu'en Haute-Loire, beaucoup de hameaux sont occupés à 50% par des résidences secondaires. Quels sont les droits de ces résidences secondaires? Bon, là, textuellement, la loi dit... que pour être ayant droit, enfin membre maintenant d'une section, je préfère garder le terme d'ayant droit, historiquement est plus juste, il faut avoir son domicile réel et fixe sur le territoire du commun, du hameau, etc. Cette mention a été faite, prise exprès pour ne plus compter comme ayant droit les personnes qui sont résidents secondaires. Voilà, c'est clair et net. Ce qui peut se comprendre dans certains cas, parce qu'elles ne sont pas forcément présentes là tout le temps, mais pas dans d'autres. On a parfois des résidents secondaires hyper impliqués localement, notamment quand ils viennent l'été. Alors là, ils ont très mal vécu cette façon d'être rejetés, quoi. Alors après, comment on applique? D'abord, voilà, alors par analogie, il y a des dispositions fiscales qu'on peut, voilà, en fiscalité, il faut avoir au moins son domicile 6 mois sur place, 6 mois, un jour. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que par endroit, on interprète, voilà, localement, on considère qu'il faut être là au moins tant de mois. Voilà, mais
on retombe sur des usages locaux après. Mais si on fait par analogie, si on regarde la fiscalité, c'est au moins 6 mois de présence continue sur place, quoi. Donc, et comment ça se prouve? Ben, ça se prouve par des relevés fiscaux, des relevés du compteur d'eau, par tout moyen. En matière d'affouage, il n'y a pas forcément de délai. Il suffit d'arriver sur la section la veille de la délibération. Oui, alors en revanche, c'est assez automatique, c'est vrai. Vous arrivez dans le hameau, vous achetez une maison ou vous louez, parce que théoriquement, c'est pas exclu aux loueurs. Ben, vous êtes, ça y est, vous pouvez jouir des droits. Vous partez, et ben vous les perdez. J'aime assez si ça. Alors on peut discuter de la notion de domicile réel et fixe, est-ce qu'il faudrait étendre, etc. Est-ce qu'il faudrait relaisser aux usages locaux la main finalement, savoir ce qu'on veut localement, est-ce qu'on veut des gens qui soient là 3 mois ou au contraire qui soient là tout le temps. Ça, j'en sais rien. En revanche, on a quand même un système qui maintient les gens au pays, quoi. C'est-à-dire que si on veut profiter des bienfaits de ces systèmes, ben, il faut être là, il faut s'investir, quoi. Moi, je trouve que c'est intéressant pour l'animation des villages. Les consortages que j'évoquais tout à l'heure, c'est un autre système. Les droits se transmettent par famille, donc par l'hérédité. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation d'habiter sur place pour jouir des droits. Alors, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on peut en avoir tout le temps, des droits, et habiter à New York, mais l'inconvénient, et les populations locales, on cherche à faire évoluer ça, c'est que elles ont besoin de personnes qui vont s'investir localement pour les fameux devoirs et pour faire vivre la communauté. Donc, vous voyez, ça, pas un système idéal, mais moi je préfère quand même le système de la domiciliation, à titre personnel. Il y a aussi la question de l'électeur aussi, qui est liée à la résidence. Oui, je pense que... C'est bon. Oui, parce que... Ils n'ont pas les droits, mais ils n'ont pas le droit de vote non plus. Je ne sais pas jusqu'où je dois aller dans le développement, mais on suit là-bas. Mais sachez qu'il y a une différence entre être ayant droit, tout simplement, et en même temps pouvoir voter. Si on veut voter lorsqu'il y a une décision de transfert de biens ou d'autres décisions de vente, c'est important. Il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune. Donc si on ne l'est pas, en plus, eh bien on est ayant droit, mais sans droit de regard et droit de décision. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'investir, hein, mais il y a des personnes qui sont leur domicile réel et fixe peut-être, au sens de la loi de 2013, mais qui ne sont pas forcément électrices sur la section. Alors c'est à elles de choisir. Elles ont ce choix aussi, elles peuvent changer de... Et si vous voulez remotiver des personnes, il faut leur dire aussi, venez, mais en même temps, appliquons la loi, même si ce qu'elle est, et inscrivez-vous sur les listes électorales chez nous. Et venez travailler. Une dernière question. Est-ce qu'on peut donner une définition la plus précise possible de la notion de territoire, section? Sylvain vous posez une question redoutable, la dernière en plus. Non, mais c'est vrai que c'est un autre enjeu compliqué parce que territoire, c'est un terme englobant, voilà, on dit un peu tout. Les ayants droit avec leur domicile réel et fixe doivent être sur le territoire de la section, périmètre, mais c'est encore une notion subjective. Et on invite, nous d'ailleurs, les ayants droit à d'abord dresser des listes d'ayants droit et d'essayer de repérer, de désigner ce qu'est la section pour eux. Et ces sections, elles ont évolué, évidemment. Si les sections avaient des communs ont 800 ans, vous imaginez que ce qui est aujourd'hui le bourg, le hameau, n'avait pas la même morphologie. Parfois, il peut être plus grand, hein. Et aujourd'hui, il est plus petit, mais au contraire, souvent, c'est que des lotissements, des nouveaux arrivants, et du coup, où s'arrête le hameau 2. Alors, si on fait une analogie avec le droit de l'urbanisme, qui fait prévaloir souvent les critères de continuité territoriale, on sait que tout ce qui est en continuité directe avec le bourg, c'est l'extension logique de la section en 2025. Tant s'il y a une césure de 300-400 mètres ou une falaise, ou est-ce qu'on sait encore la section, je ne peux pas le dire. Aux habitants de le dire, et il y a une seule autorité qui sera capable, en bout de course, de le dire, c'est le juge. C'est le juge. Voilà, s'il y a un litige,
pour savoir où sont les territoires, où sont les limites de la section, qui est propriétaire, soit le juge judiciaire, soit le juge administratif, si on parle des actes de gestion de la section. Et en l'absence du juge, ou communauté, de s'auto-organiser, de dire qui sont nos ayants droit, quel est notre territoire, etc. Rien n'empêche, effectivement, le conseil municipal d'être proactif et de manière consensuelle, de dire, ben voilà, on réfléchit, qui sont nos ayants droit, quel endroit. Merci beaucoup. Elles ne sont pas cadastrées, les sections Si. Si, mais j'ai pas eu le temps de le dire, mais en fait, nous on a un mal fou à vous donner les références. J'ai montré quelques statistiques, mais qui sont quand même sujettes à caution. Il y a beaucoup d'erreurs d'abord dans les sections qui existent encore, qui n'existeraient plus, des sections qui existeraient, qui sont plus marquées sections, des mentions au cadastre comme quoi les propriétaires sont les habitants de, ou la société de. Alors on se dit société, c'est quoi? C'est une société des codes du commerce, mais non, c'est des sociétés ancestrales. Dans nos régions, on en a beaucoup, on veut savoir. Donc c'est très compliqué de savoir exactement. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une limite cadastrale. Après, le cadastre, on peut le contester. Si on conteste les limites d'une section, soit pour les étendre, soit pour les réduire, eh bien, il n'y a encore une fois qu'une seule autorité qui sera compétente, c'est le juge judiciaire, qui est le gardien de la propriété. Et après, c'est argument contre argument. On arrive avec des arguments, bah non, historiquement, on a des actes de la section C ici. Au contraire, quelqu'un qui revendique la possession va dire, ben moi, ça fait 30 ans que je suis là, que je suis sur l'ancien bien de section, mais jamais personne n'a revendiqué le bien de section, et j'en revendique la possession. Prescription acquisitive. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est pas impossible juridiquement. Il suffit que, enfin, faut prouver qu'il n'y a eu aucun usage pendant toute la durée, c'est très compliqué. Et quand la section est supprimée, ça va directement un bien communal à la commune? Alors, soit le bien rentre dans le patrimoine de la commune, soit on peut le vendre aussi à toute autre personne. Mais c'est la commune qui le vend, c'est pas les membres de la section qui le vendent? Les membres de la section. On va terminer ça autour tranquillement. Voilà, on peut prendre le temps des questions. Il y aura des questions un peu plus précises. Merci beaucoup. Merci à vous.